Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce grand entretien de Ciel et Espace, donc enregistré en public au Beffroi de Montrouge dans le cadre du festival Explore Espace, donc grand entretien de Ciel et Espace qui est en partenariat avec la Cité internationale universitaire, le club des chercheurs de la Fondation Victor Lyon, mais aussi le soutien du ministère de la Recherche, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ainsi que de la ville de Paris. Voilà, j'ai terminé tous mes remerciements pour accueillir notre invité, qui a accepté de répondre à notre invitation sur le thème système solaire, les nouveaux explorateurs. Bonjour François Forget. Bonjour. Voilà, François, on se connaît bien. Vous êtes astrophysicien, spécialiste de l'exploration du système solaire et des environnements planétaires au laboratoire de météorologie dynamique à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Donc vous êtes directeur de recherche au CNRS. Je rappelle que vous êtes médaille d'argent 2022 du CNRS, c'est pas rien. Vous êtes membre de l'Académie des sciences et je dirais que vous êtes un climatologue des planètes et des exoplanètes. Vous êtes impliqué dans de nombreuses missions spatiales. Alors, en ce sens-là, je vous envie beaucoup. J'en cite quelques-unes. Mars Express, ExoMars, Mars Reconnaissance Orbiter, InSight, tout ça c'est martien. D'ailleurs, je rappelle que vous avez fait votre thèse sur Mars, New Horizons, ça c'est un peu plus lointain, et vous avez mis au point avec votre équipe un modèle numérique qui permet de simuler les climats possibles sur d'autres planètes à partir d'équations et d'hypothèses sur la composition de l'atmosphère des exoplanètes dont nous allons évidemment parler. Alors, j'avais situé notre conversation sur le thème des révolutions. Alors, je suis allé voir dans le dictionnaire et il y a deux sens à révolution. Le premier sens, c'est retour d'une planète au même point. Sens astronomique. Et deuxième, c'est pas la seule, hein, mais deuxième possibilité, changement qui arrive dans les choses du monde. Quelle définition préférez-vous ? J'ai envie de prendre les deux. Alors, parce qu'il y a le mot planète dans la première définition, je craque un petit peu, mais évidemment, quand on utilise le mot révolution en science, révolution scientifique, c'est quand ça change, quand il y a une nouvelle découverte, qu'on change de paradigme si on veut être savant. Et évidemment, ça, c'est souvent ce qui est très enthousiasmant quand il y a une révolution scientifique. Ça arrive régulièrement, hein. La science avance vite de nos jours et c'est assez très très motivant. Alors révolution, on pense quand on est français à 1789, donc j'ai regardé ensuite les dates, j'ai vu que vous étiez né en 1967, j'ai regardé quelle était la correspondance en termes d'exploration spatiale. 1967 c'est Apollo 1, donc malheureusement qui voit le décès de 3 hommes au sol alors qu'ils préparaient une expédition sur la Lune. Mais c'est aussi, je dirais, quelque chose qui m'a alerté parce que avant votre naissance, donc au moment où Gagarine tournait autour de la Terre, 1961, les Soviétiques envoyaient leur première expédition à destination d'une autre planète, Vénus. La mission s'appelle Venera 1. Donc la première exploration d'une planète du système solaire, c'est avant votre naissance. Et c'est Vénus. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Non pas votre naissance, mais cette première expédition, le fait qu'on ait visé tout de suite une planète, alors que la grande aventure, c'était l'aventure lunaire. En fait, ce que ça m'inspire, c'est que je me suis intéressé à cet âge glorieux, vraiment les pionniers. Et les pionniers sont vraiment des pionniers. C'est-à-dire que c'est absolument fascinant de voir qu'en quelques années, en partant de rien, nos concepts de satellites, Spoutnik, aux États-Unis, ça démarre aussi avec Explorer 1, etc. Ils savent pas en faire grand-chose. Et en quelques années, les ingénieurs qui ont créé donc Venera 1 peut-être, côté les ondes, les Mars, et puis côté américain, c'était les premiers Mariner qui ont aussi volé très tôt. Mariner 2 a survolé Vénus, début des années 60. Eh bien, il y a déjà tous les ingrédients, ils ont tout inventé. Les panneaux solaires, les centrales à inertie, les pointeurs, enfin tout ce qui fait les missions actuelles. Et moi, je suis fasciné. J'imagine quand même, c'était un petit club restreint d'ingénieurs qui se grattaient la tête, disaient, comment on va faire ? Et ils avaient une solution qui est devenue après le standard, quoi. Et ça, on oublie un petit peu. On pense toujours au Fire Wright, l'invention de l'aviation, c'est frappant, c'est quelques personnes, c'est des noms qu'on connaît. Et ben, les pionniers qu'on crée
que ce soit donc en Union soviétique ou aux États-Unis pour commencer, puis plus tard en Europe, eh ben on les connaît peu et ils ont vraiment été malins, quoi. Cette première révolution, parce que je suis toujours sur mon fil des révolutions, cette première révolution, finalement, elle a commencé il y a 60 ans. Et en 60 ans, donc 6 décennies, ça peut paraître beaucoup, mais c'est pas beaucoup, on explore tout le système solaire. Pratiquement tout le système solaire. Avec le recul de ces 60 ans aujourd'hui, est-ce que vous considérez qu'on connaît bien ce système solaire? Est-ce qu'on a franchi, je dirais, le premier cap de l'exploration, qui est celui de la découverte de notre propre environnement? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'avant les sondes spatiales, il y avait quand même de l'astronomie, on faisait de la spectroscopie, etc. Et on avait souvent tout faux. À l'époque, les télescopes ne suffisaient pas. Que ce soit pour Vénus, on voyait bien que c'était couvert d'épais nuages, donc on se dit, bah, ça reflète vraiment la lumière du soleil, peut-être qu'il y a un océan sous les nuages. Sur Mars, on savait pas trop, mais on se trompait lourdement sur l'épaisseur de l'atmosphère. Et comme on voyait qu'il faisait chaud côté jour, si l'atmosphère était épaisse, ce qu'on imaginait à l'époque, il faisait pas trop froid côté nuit, donc il y avait peut-être de l'eau liquide. Enfin, on était dans on se trompait totalement. Et en quelques missions spatiales, poum, on a découvert, en gros, un système solaire qui ressemble à celui d'aujourd'hui. Donc ça, c'est la première évolution. Puis ensuite, on peut raconter la même chose pour toutes les autres missions. C'est extraordinaire de voir, par exemple, que avant que Voyager en particulier survole Jupiter, on connaissait un peu Jupiter quand même, elle est facile à observer. Par contre, les lunes, pas du tout. C'était des petits points lumineux. Et tout d'un coup, on survole et on découvre des mondes. Voilà, on découvre des mondes et on découvre qu'il y a plein de mondes avec un grand M dans le système solaire. Et donc, c'est fascinant. Alors, est-ce qu'on a tout découvert? Mais alors, pas du tout. Pas du tout, parce que justement, ce qu'on a démontré, c'est qu'en plus des planètes, de leurs lunes, de certains astéroïdes, des objets au-delà de Neptune, qu'on appelle dans notre jargon les objets transneptuniens, les objets de Kuiper, etc., on a un grand nombre de mondes compliqués, où il se passe plein de choses à comprendre, et on est loin d'avoir... Par exemple, donnez-nous un exemple. Ah bah alors... Votre préféré, peut-être? Mon je sais pas. Mon préféré qu'on connaît pas ou qu'on connaît peu ou qu'on connaît. Non, il y a. Alors je vais faire ça autrement. Si on regarde dans le système solaire et qu'on fait la liste des mondes, encore une fois, que ce soit des lunes, des astéroïdes qui font plus de 400 km de diamètre. Donc ça va être plus ou moins une forme de sphère. Ça ressemble quand même à une planète, petite planète, etc. On prend la liste et on en voit mais des dizaines. Il y en a peut-être 60 qui font plus, je ne sais plus le chiffre exact. Donc c'est pas que les planètes, quoi. Là vraiment, je parle de 60, 80 mondes. Et on va dans les plus petits. Et dans les plus petits, on trouve quoi? On voit une petite lune de Saturne qui s'appelle Encelade, toute 500 km de diamètre. On la pose sur la Bretagne. Eh bien, si on s'est rendu compte que sous quelques kilomètres de glace, il y avait là un océan d'eau liquide en interaction avec la surface. Et puis, et donc, tout d'un coup, ce petit monde complètement négligé, qui est vraiment dans une longue liste, devient un endroit hyper intéressant qu'on rêve d'explorer, où on se demande si la vie n'a pas démarré, n'est pas actuellement active, etc. Bon, quand même, pour venir à mon thème favori, personnellement, moi, je m'intéresse particulièrement au monde où il y a des atmosphères. Et dans le système solaire, il y a 10 mondes où il y a des atmosphères. Pas 11, pas 9, il y en a 10. Et donc, c'est comme un quiz. Vénus, c'est un quiz. Vénus, Mars, des atmosphères, Jupiter, Saturne, Titan, Uranus, Neptune, la Terre. La Terre, il m'en manque combien? Il en manque deux. Non mais. Vas-y. Non, alors il y a un qui est connu quand même, c'est Pluton, qui a une magnifique atmosphère. Magnifique atmosphère. Mais oui, elle est assez fine, effectivement. Mais il se trouve que c'est une atmosphère très active, dans laquelle il y a plein de réactions chimiques. Donc elle est remplie de brumes organiques magnifiques, stratifiées. Ça a fait des images fantastiques et qui animent à la surface un cycle de glaces diverses, des glaces d'azote. Il y a des beaux glaciers d'azote qui sculptent des reliefs un peu comme dans les Alpes, quoi. Hein, c'est magnifique. Des glaciers de méthane, des glaciers de CO, et le tout, voilà. Ça, avec des vents, on voit donc ça c'est avec des nuages, c'est vraiment très intéressant. Et la dernière dans la liste, c'est un peu similaire à Pluton, c'est Triton. Triton, c'est un satellite de Neptune qui possède, comme Pluton, une fine atmosphère d'azote. Pareil, il y a des nuages, des brumes, et il y a des geysers. C'est vraiment un drôle de monde. Hein. Et pourquoi est-ce important qu'il y ait une atmosphère?
Alors, d'abord parce que c'est pas si important que ça. D'ailleurs, j'ai commencé en parlant d'Encelade, où il y a toutes sortes de mondes qui sont très intéressants. Mais là où il y a une atmosphère, c'est important à plusieurs titres. Au sens large du concept, c'est-à-dire qu'il va y avoir une physique particulière, particulièrement intéressante, avec donc de la dynamique des fluides, des vents, de la circulation atmosphérique, des nuages, donc de la physique, microphysique des nuages, des choses comme ça. Souvent, quand il y a une atmosphère, ça va être associé, comme sur Terre, avec des précipitations, des nuages qui vont former des glaciers, des givres, et ça fait en fait des paysages très beaux. Tous les mondes qui ont des atmosphères sont le plus souvent magnifiques, parce que soit on a des nuages fantastiques dans l'atmosphère, soit on a des glaciers, évidemment, comme sur Terre, les paysages avec des glaciers, voire des lacs. Sur Titan, on a des lacs et des rivières avec des canyons creusés, c'est magnifique. Alors, et donc, c'est toujours très bien. Et puis sinon, du point de vue scientifique, quand il y a une atmosphère, ça permet de tester notre compréhension de comment fonctionnent les atmosphères, comment fonctionnent les climats. Et donc, un peu comme en médecine, on étudie les autres animaux pour mieux comprendre le corps humain, et ben, en planétologie, on étudie les autres mondes, les autres planètes ou lunes, pour tester nos connaissances et mieux comprendre comment fonctionne notre planète, nos systèmes climatiques. Et ça, on le fait au quotidien, c'est un truc très important pour nous, ce qu'on appelle la planétologie comparée, donc en l'occurrence là, une climatologie comparée. Climatologie comparée. J'ai dit que vous avez fait votre thèse sur Mars. Comment êtes-vous devenu un Martien? Alors, la vraie question, ce serait comment je suis devenu un chercheur, en fait. Parce que, personnellement, j'ai fait comme beaucoup de jeunes, j'ai fait des études. Alors j'aimais bien les maths et la physique, donc j'ai fait des maths et de la physique, mais j'avais une ignorance vraiment totale du monde de la recherche. Je pensais soit qu'il fallait être un génie, alors je ne suis pas un génie, soit qu'il fallait avoir des relations, ou alors que peut-être on travaillait dans la recherche, mais en blouse grise, dans une cave. Et donc j'avais vraiment je ne sais pas si c'est le cas pour certains dans la salle, une vision erronée de ce qu'était la recherche. Moi, mon rêve, c'était d'être explorateur, aventurier. Je voulais vivre une vie très forte comme ça, comme un ado, quoi, ouais. Un peu naïf. Bon, je suis resté un peu comme ça. Mais donc, je voulais faire ça. Alors, j'ai fait mes études, j'ai fait des maths, la physique. Donc après, une école d'ingénieur. La plupart des bons élèves en maths physique en France font une école d'ingénieur. Et donc, je suis devenu ingénieur. Donc j'ai commencé dans l'industrie offshore, un petit peu. J'ai fait occupé de pipelines sous-marins, etc. Puis au bout d'un moment, bon, pas à détailler, je me suis retrouvé à travailler pour le CNES, qui est l'Agence spatiale française. J'avais déjà un peu testé, j'avais eu des stages sur des sujets comme ça. Et le CNES m'a recruté pour travailler, pour le coup, comme ingénieur, mais sur une mission spatiale qui allait vers Mars. Qui était à l'époque une mission qu'on faisait avec les Russes. C'était la mission Mars 98. Alors si vous ne connaissez pas, c'est normal, elle n'est jamais partie, puisque la mission jumelle qui devait partir avant, qui s'appelait Mars 96, n'a pas fonctionné, elle a fini au fond de l'océan Pacifique. Sur Mars 98, il y avait un projet très ambitieux du CNES de ballon dans l'atmosphère de Mars, c'était fantastique. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Le CNES a eu la bonne idée de m'envoyer, c'était un projet franco-russe, d'accord, européen. Ils m'ont envoyé à la NASA pendant 1 an et demi, et là j'ai rencontré des chercheurs. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. C'est ça le métier parfait, parce qu'en fait, chercheur, c'est un très beau métier au sens où on a beaucoup de liberté. Et donc je suis rentré en France et je me suis inscrit en thèse. Pour être chercheur, il faut faire un doctorat sur le thème de la planète Mars, avec au laboratoire où je suis encore aujourd'hui. Et depuis, d'ailleurs, je me suis rendu compte que, bien sûr, moi qui voulais être explorateur, c'était chouette, formidable de travailler sur l'exploration du système solaire, avec des robots, etc. Mais depuis, je me suis rendu compte que toutes les recherches scientifiques, en fait, sont des explorations, et je crois que j'aurais pu être chercheur dans n'importe quel domaine et être relativement heureux. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça veut dire simplement ce que vous nous expliquez, c'est que ça dépend de plein de circonstances, des rencontres, des opportunités, de pouvoir bouger aussi, parce que travailler avec les Russes, c'est pas pareil que travailler avec les Américains, avec les Européens, donc c'est beaucoup d'échanges. C'est pas non plus très difficile. C'est-à-dire que si quelqu'un se dit j'ai envie d'être astrophysicien, ou alors j'ai envie d'être océanographe ou physicien des particules, je sais pas, eh bien en fait il faut faire de bonnes études, mais il n'y a pas besoin d'avoir des relations ni d'être un génie. Il suffit de faire de nos jours un master, ensuite de s'inscrire, de trouver, alors il y a un peu de compétition, mais pas tant que ça, de faire un doctorat, de faire une thèse. Quand on est quand on est en doctorant, c'est-à-dire qu'on prépare une thèse, ça dure 3 ans, on n'est pas étudiant, on a un salaire, on est juste un chercheur débutant, comme dans n'importe quelle entreprise. J'étais aussi ingénieur débutant, donc c'est à peu près pareil. Et au bout de 3 ans, on soutient une thèse, on est chercheur professionnel. Après, il faut trouver un poste.
poste. Là, faut avoir de la chance, faut être un petit peu câblé pour être chercheur, mais les gens qui jouent le jeu, souvent trouvent un poste et peuvent devenir chercheurs dans la recherche publique. Hein. Je parle avec cette grande liberté qui est offerte, en tout cas en France, et c'est un métier merveilleux. Donc, il faut avoir un peu de chance, faut être un peu persévérant, des choses comme ça, mais il n'y a vraiment pas besoin ni d'avoir des relations, ni d'être génial, ni d'être très chanceux, il faut juste savoir où on va. Merci pour le message, pour les nouvelles générations, les jeunes générations, mais vous êtes aussi tombé sur une planète, si je puis dire, qui depuis 60 ans est au centre, et bien avant sans doute, est au centre de l'intérêt et des préoccupations, je dirais, des scientifiques et du public, Mars. Pourquoi Mars fascine-t-elle autant et je dirais, notre vision de Mars est aussi une nouvelle révolution. Dans cette révolution, en quelques décennies, elle a profondément changé. Oui, effectivement, et c'est amusant de regarder les anciens livres qui ont été, alors spécialement ceux qui ont été écrits dans les années 50-60, là c'est n'importe quoi, tout est faux, mais même les choses qui ont été écrites à la suite des missions Viking, où déjà on avait une bonne vision de Mars, peu à peu, la plupart des paragraphes, des sections dans les gros bouquins de référence sont un petit peu faux. Alors les missions spatiales ont un peu effectivement révolutionné notre connaissance. Alors pourquoi Mars ? Alors je vais faire une réponse générale, pas personnelle. C'est vrai que Mars, dans tout le système solaire, malgré tous ces mondes extraordinaires et fascinants que j'ai cités, Mars est un petit peu un statut particulier, je dirais pour 3 raisons. La première, c'est que de tous ces mondes-là, elle est de loin celui qui ressemble le plus à la Terre. Donc, voilà, là, sur Mars, une petite terre. Alors, le diamètre est 2 fois plus petit que la Terre, mais c'est une petite terre désertique et froide. Mais la durée du jour est de 24 heures 40 minutes. Le cycle des saisons est comparable. On a un cycle de l'eau, des tempêtes de poussière. Ça se comporte vraiment comme une petite terre désertique. Au niveau météo, par exemple, mon dada, qu'est-ce qu'on a ? Sous les tropiques, des vents alizés, des vents de mousson. Si on va à la latitude de la France, on a quoi ? Des vents d'ouest, des tempêtes, des fronts avec des dépressions. Enfin, c'est très très comparable. Ça, c'est un premier aspect de Mars, et qui, du point de vue de la planétologie comparée, que je racontais tout à l'heure, je faisais ma comparaison avec les animaux, ça ressemble plus à un chimpanzé, quoi, alors que Vénus, c'est une espèce de méduse, poulpe bizarre, quoi. C'est plus difficile d'apprendre des choses sur la Terre. L'autre intérêt de Mars, c'est qu'on a découvert, et c'est peut-être ça que vous aviez en tête, c'est le fait que Mars, aujourd'hui, est une planète dynamique, intéressante, mais par contre, la planète qui existait il y a 3 milliards et demi d'années ou 4 milliards d'années, quand les planètes étaient jeunes, était une planète bien différente, avec des rivières, des lacs, peut-être même des mers ou des océans, et qui ressemblait beaucoup à la Terre, à une époque où la vie est apparue sur Terre, on le voit. Donc on voit maintenant une planète Mars avec la moitié de la surface qui date de cette époque, couverte d'anciens lits de rivières aujourd'hui asséchés, de lacs, de sédiments lacustres. On se dit, faut aller voir ce qui s'est passé, quoi. Est-ce que quelque chose a démarré ? Et c'est vraiment l'objectif de nombreuses missions. Les rovers sont souvent au fond d'anciens lacs, ils essayent de gratter dans les sédiments lacustres qu'on voit là. On va essayer de ramener des échantillons du fond par exemple, G0 Crater, là où le rover Perseverance. Et c'est vrai que c'est particulièrement motivant. Donc, on explore plusieurs planètes Mars en une, celle d'aujourd'hui, mais aussi celle d'autrefois. Il y a eu des âges glaciaires, il y a eu plein de choses intéressantes. Donc, ça la rend particulièrement intéressante. Puis le dernier point, il est un peu plus prosaïque, mais il correspond à une réalité, c'est que de tous les mondes qui nous entoure, à part la Lune, c'est vraiment celui vers lequel on pourra envoyer des astronautes dans un avenir relativement proche. Et ça suscite plein d'intérêts, plein de travaux. Ça suscite aussi des subventions pour étudier des choses particulières, pour préparer la venue des astronautes. Et donc voilà, c'est ces 3 aspects-là de Mars qui la rendent un peu particulière par rapport à tous les autres mondes du système solaire. Et ça inspire aussi de la propagande, peut-être, parce que l'idée de mettre des colonies martiennes, comme on entend Elon Musk le dire dans des décennies qui viennent, n'est pas très sérieux, il faut bien l'avouer. Alors, Elon Musk il est vraiment, c'est Elon Musk, il a ce rôle exceptionnel, surtout grâce à sa société SpaceX, mais il est un peu unique dans son genre. Il n'y a pas tant de monde que ça, en tout cas dans le monde des ingénieurs, des chercheurs ou au-delà, qui rêvent de mettre des colonies sur Mars. Par contre, il y a un débat, mais un grand nombre d'entre nous, peut-être d'entre vous ici dans la salle, sont quand même partisans d'une mission d'exploration de Mars, peut-être mettre une station scientifique, un peu comme on fait en Antarctique. Par contre, coloniser Mars, non, c'est comme coloniser l'Antarctique, on ne va pas mettre des champs de patates, ça n'a pas d'intérêt, faut que ça reste un domaine scientifique.
Et puis on peut continuer comme ça, il y a tout un débat. Mais c'est vrai que non, là, notre communauté, déjà certains souhaitent qu'on reste avec des missions robotiques, ils trouvent absurde d'envoyer des astronautes, ça coûte une fortune pour faire quelle science à ce prix-là. Oui, parce qu'il faut les ramener vivants en plus. Ouais, vaut mieux. Ouais. Il y avait... Non, mais bien sûr. Ouais. Et en plus, ça se justifie pas que par la science d'envoyer des astronautes. C'est autre chose. C'est un projet humain. Donc on va pas. Voilà. C'est une autre histoire. J'en profite parce que je dirais l'exploration spatiale habitée, elle est centrée sur la Lune depuis l'origine pratiquement. C'est la bagarre entre États-Unis, Union soviétique. Aujourd'hui, il n'y a pas de bagarre, mais la Chine clairement va montrer sa suprématie en allant sur la Lune à la fin de cette décennie. On ne trouve pratiquement aucun astronome qui travaille sur le sujet lunaire. C'est-à-dire que on cherche en France, il doit y en avoir peut-être un ou deux à Paris qui s'intéressent à la Lune et ce qu'on pourrait ramener de la Lune, mais la Lune n'est pas un sujet central pour les gens qui s'intéressent au système solaire. Alors c'est en train de changer. Ça l'a été à l'époque d'Apollo, et puis il y a eu une longue période. Apollo avait fait tellement de choses, on avait ramené des centaines de kilos d'échantillons, etc. Et donc la Lune, par rapport à Mars ou à d'autres mondes, comme en France par exemple, on a une passion pour Titan, la Lune de Saturne, pour des bonnes raisons, était un peu moins, entre guillemets, à la mode. Mais il y a une notion de mode. Alors, c'est pas une mode au niveau des couleurs ou des motifs sur les blouses des chercheurs. C'est plutôt le fait qu'effectivement, il y avait presque plus de missions spatiales. Et puis on avait beaucoup de choses déjà acquises à analyser, et peu à peu, on a une communauté limitée, on s'est tourné vers l'étude de Mars, etc. Néanmoins, il y a un retour vers la Lune. Alors, ce retour vers la Lune, il est notamment motivé par l'envoi d'astronautes vers Mars plus tard. À l'époque du président Obama, la doctrine américaine, à la NASA, c'était de dire on a déjà été sur la Lune, on va aller sur Mars directement. Puis, les ingénieurs, et puis ensuite, pour un certain nombre de raisons, on s'est dit on va peut-être quand même retourner sur la Lune d'abord, rien que pour s'entraîner, pour être sûr de mettre les choses en place. Et il est vrai que le programme Artemis, le grand programme de retour vers la Lune, américain, mais aussi avec l'Agence spatiale européenne, les Européens, les Japonais, etc. Ça va se faire avec toujours en tête l'idée qu'on se prépare pour aller sur Mars. Et vous, ça vous intéresse pas? On vous offre un billet pour aller sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, donc que ça... Mais bien sûr que si, c'est passionnant. Alors justement, je vais défendre un peu la Lune. Donc d'abord, il va y avoir des chercheurs américains, des chercheurs français, par exemple, vont s'intéresse à nouveau à la Lune parce qu'il y a quand même de la science intéressante. Alors je vais pas détailler trop parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'atmosphère. Une petite idée au moins. Ouais, c'est intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un autre monde tellurique, c'est-à-dire c'est une autre petite planète, d'accord, mais un petit monde rocheux qui s'est formé. Donc il y a toute une activité au niveau de la géophysique. Je parlais de planétologie comparée. Ça ne marche pas que pour la climatologie comparée. Ça ne marche pas que pour les atmosphères. Ça marche aussi pour comprendre comment fonctionnent les planètes rocheuses elles-mêmes, comment la géologie, la géophysique fonctionne. Par exemple, avec des collègues français, on s'est passionné pour faire de la sismologie sur Mars, avec la mission InSight. Super mission, etc. Ça a été fait un peu sur la Lune. On y retourne. On va mettre des sismes. On va essayer de mieux comprendre comment fonctionne le cœur. Je vais caricaturer, mais on enferme un scientifique dans un placard. Il fait de la science de placard. C'est-à-dire, par essence, il est curieux. Je continue. La Lune. Donc, ce côté, c'est une autre petite planète, et on va beaucoup en apprendre sur comment se forment, comment fonctionnent les planètes rocheuses, les planètes telluriques. Ensuite, la Lune, contrairement à la Terre, elle est juste à côté. Mais elle a presque pas bougé, donc elle a enregistré des milliards d'années de choses qui se sont passées dans le système solaire. Toute l'historique des impacts des astéroïdes, c'est là qu'on peut le mesurer. Il y a aussi, par exemple, des milliards d'années de vents solaires qui se sont incrustés dans le sol de la Lune. On peut aller voir et analyser comme ça comment a évolué le Soleil à travers le temps. C'est une espèce d'archive, donc c'est au-delà de la Lune. Enfin, par exemple, au niveau des pôles de la Lune tournant sur son axe avec une très faible obliquité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au pôle, le Soleil est toujours rasant sur l'horizon, ce qui fait qu'au fond des cratères, il y a des cratères où il y a de l'ombre en permanence. Et au fond de ces cratères,
on a démontré qu'il y avait de la glace qui s'accumulait. Alors c'est bon, la glace, moi je suis content, des glaciers. Et donc il y a certainement, on va aller voir bientôt avec des rovers puis des astronautes à quoi ressemblent ces espèces de glaciers. Peut-être qu'on a là accumulé des milliards, au moins des millions d'années d'accumulation d'eau qui s'est peu à peu accumulée là. Et ça va être un enregistrement extraordinaire. Donc il y a plein de choses intéressantes à faire sur la Lune en tant que corps planétaire. Donc je défends un peu la Lune. Ouais. Même si évidemment, oui d'accord, par rapport à Mars, par rapport à Titan ou même Vénus, qui ont des atmosphères, c'est un petit peu moins fascinant, mais je crois que vraiment on a une nouvelle génération de chercheurs lunaires qui arrivent là. Alors, je dirais 60 ans d'exploration du système solaire, un changement absolument considérable dans la vision. On ne l'a pas dit, mais une extraordinaire diversité. Il n'y a pas un endroit qui ressemble à un autre. Ça, c'est quand même un enseignement intéressant. C'est-à-dire que c'est un peu comme les humains, hein, tous parents, mais tous différents. Donc, chaque endroit est unique. Et peut-être qu'on pourra se poser la question de savoir si le système dans lequel nous vivons, le système solaire, est unique. Mais la deuxième révolution d'importance, c'est celle qui a démarré en 1995. On a pu assister ici à la conférence du prix Nobel, donc Michel Mayor, qui en 1995, avec Didier Queloz, découvre la première exoplanète, la première planète qui tourne autour d'une autre étoile. C'est un changement majeur pour vous, parce que ça veut dire que quand vous êtes né, les astronomes ne pensaient pas qu'il existait des planètes autour d'autres étoiles. Et là, tout d'un coup, votre champ d'intérêt, donc la planétologie, se multiplie par des milliards de milliards de milliards de milliards. Comment est-ce que vous avez... aujourd'hui, on connaît plus de 5000 exoplanètes, on sait qu'il y en a des milliards. Comment est-ce qu'on s'empare aujourd'hui de ce champ-là pour le comparer à notre propre système? C'est-à-dire, est-ce que c'est une science à part ? Ou est-ce que vous reliez cette science, l'étude des autres planètes à distance, avec celle du système solaire ? Alors là, il y a plein de réponses. Alors effectivement, c'est une révolution. En plus, la révolution de 95, bien sûr, c'est une première. On a la confirmation qu'il y a une planète. Mais, et c'est peut-être aussi pour ça que Michel Mayor a eu le prix Nobel, c'est que sa méthode qui a marché pour la découvrir la première, elle a ensuite été appliquée pour des centaines d'autres derrière. Il y a eu d'autres méthodes ensuite, hein, avec le satellite Kepler, etc. Et donc tout d'un coup, on a pu observer, détecter des milliers d'exoplanètes. Et on a eu une révolution que personne n'a vraiment réalisé, c'est qu'on a démontré qu'autour de la plupart des étoiles, il y avait des planètes. C'était pas certain. Il y a plein de raisons qu'on peut évoquer qui auraient pu aboutir au fait qu'autour de la plupart des étoiles, il n'y a pas de planètes. C'est que de temps en temps. Maintenant, on est certain qu'il y en a autour des autres planètes. Alors, c'est une révolution scientifique qui n'a eu aucun effet dans le grand public, parce que tout le monde le savait, puisque dans Star Trek, dans Star Wars, dans toute la science-fiction, il y a des planètes autour des autres étoiles. Mais ce n'était pas sûr du tout. Donc ça, c'est quand même une découverte extraordinaire. Ensuite, ce qui est vraiment incroyable, c'est la diversité que l'on découvre. C'était vrai dans le système solaire, et c'est vrai là aussi. Alors, pour l'instant, ce qu'on a vraiment bien mesuré, c'est en gros... notamment autour des petites étoiles, elles sont plus faciles à observer, en tout cas, c'est plus facile de détecter les exoplanètes autour, eh bien on voit que le système solaire est tout à fait atypique. Là, je parle simplement en définissant le système solaire comme étant un monde avec une assez grosse étoile et un Jupiter assez lointain, à 5 fois la distance Terre-Soleil, qui tourne sur une orbite circulaire. Il y en a 1 sur 1000 des comme ça. Ils ont tous avec des orbites très excentriques, des Jupiters chauds, donc des Jupiters très près de leur étoile, des systèmes avec plein de petites planètes type mini-Neptune, on en trouve plein, etc. Donc le système solaire est tout à fait hors du commun. Arrive maintenant une deuxième résolution, celle qui m'enthousiasme et sur lequel on essaye de travailler, c'est que le début, hein, c'est la caractérisation des atmosphères autour des autres, sur les exoplanètes, les exoatmosphères. Pourquoi ? Parce que on se rend compte que autant on a appris peu à peu avec les 10 atmosphères du système solaire que les planètes qui tournent lentement, la circulation est comme si, celles qui tournent vite, ça ressemble plus à la Terre, etc. Mais par contre, on a du mal à imaginer les atmosphères possibles autour de des autres planètes. Dans le système solaire, s'il n'y avait pas Vénus, donc Vénus c'est 90 atmosphères de CO2 presque pur, est-ce qu'on l'aurait imaginé ? On se serait dit, ouais, normal, il y a une énorme atmosphère de CO2, c'est normal. S'il n'y avait pas Titan, donc satellite de
de Saturne, une des seules lunes qui a une épaisse atmosphère. Alors là, on l'imaginerait pas du tout. On aurait une règle d'or, il n'y a pas d'atmosphère sur les lunes, ou presque pas, quoi. Et donc, on ne connaît que 10 atmosphères, et tout d'un coup, dans les années à venir, on commence avec les télescopes, on a maintenant le James Webb Space Telescope qui fait de la spectroscopie en étant institution, on arrive à détecter la présence d'atmosphères sur des planètes de plus en plus petites. Pour l'instant, ce qu'on connaît bien, c'est les planètes géantes. Ça, on les observe bien et on découvre une grande diversité. Mais bientôt, on va avoir une diversité sur les planètes de la taille de la Terre ou un petit peu plus grosses. Et qu'est-ce qu'on va découvrir? Quels zoos on va peupler les zoos de girafes bizarres, de je ne sais pas quoi. Et donc, je suis très impatient parce que la diversité possible des atmosphères, des climats possibles, etc., c'est clé pour traiter la question, pour mener l'enquête sur la question suivante. Est-ce que la Terre est particulière ou très commune? La Terre, qu'on pourrait définir par exemple de la manière suivante, c'est un monde sur lequel, depuis plus de 4 milliards d'années, il y a des océans d'eau liquide à la surface, ce qui a permis la vie d'évoluer, de se développer, d'aboutir à nous. Est-ce qu'il y a des océans ailleurs où c'est exceptionnellement rare? Parce que sur Terre, ce qui a maintenu les océans, c'est ce qu'on découvre, c'est les travaux de climatologie qu'on fait, c'est qu'il a fallu plein de petits mécanismes physiques qui sont peut-être rares, on ne sait pas. Et donc, c'est absolument formidable de découvrir, de mener l'enquête sur ces exoplanètes pour répondre à cette question-là. Est-ce que la Terre est exceptionnelle ou pas? Parce que faut prendre conscience d'un truc, c'est que si elle est exceptionnelle, alors évidemment, historiquement, ça nous gêne. Autrefois, nos ancêtres mettaient la Terre au centre du monde, et c'était une erreur. La Terre, pourquoi? Mais par contre, si on se dit, mais pourquoi, comme par hasard, on serait sur une planète exceptionnelle? Bah oui, ouais. Nous sommes le produit d'un monde qui a eu des océans d'eau liquide pendant des milliards d'années, et donc elle est peut-être exceptionnelle, et on ne le sait pas. C'est drôle parce que je vous écoute et vous n'avez pas encore prononcé le mot vie. Vous prononcez Terre, planète, mais nous on entend vie. C'est-à-dire la Terre est l'endroit sur lequel il y a de la vie, plein de vie, vie minuscule, vie gigantesque. Mais est-ce qu'au bout du compte, cette recherche, c'est pas finalement la recherche de la vie dans l'univers, que ce soit dans le système solaire avec des traces anciennes peut-être, mais d'abord de la vie? Bon, avant tout, c'est de l'exploration, tout simplement, au sens où l'exploration est de la physique, et comprendre comment fonctionnent les autres mondes dans le système solaire et les exoplanètes. Est-ce que nos équations de la physique permettent d'expliquer ce qu'on voit? Ça, c'est ce qu'on fait beaucoup. Mais évidemment, après, on a toujours... C'est vrai, chez les astronomes professionnels, maintenant, il n'y a pas de honte à se dire... quitte à mener l'enquête sur telle ou telle chose, la question de savoir si la Terre est exceptionnelle ou la vie peut être présente ou pas, c'est un sujet intéressant. Et alors, la raison pour laquelle je n'ai pas dit le mot vie, c'est que maintenant je suis un peu câblé comme ça. J'ai tendance à découper le problème un peu comme dans l'équation de Drake, si les gens connaissent. Donc je me dis, on se posait la question avant, c'est est-ce que... la question, c'est l'équation de Drake, c'est une équation statistique qui dit la probabilité qu'il y ait une vie ailleurs, en plus c'est une vie intelligente dans ce cas-là, ça va être la probabilité qu'il y ait des planètes autour des étoiles, fois la probabilité que ces planètes soient propices à la vie, fois la probabilité que la vie apparaisse quand les conditions sont favorables, etc. Et donc, première question, y a-t-il des planètes autour des étoiles? Voilà, c'est la révolution qu'on a évoquée à l'instant. C'est le cas, c'est confirmé. C'était pas certain, c'est confirmé. La plupart des autres étoiles sont entourées de planètes. Deuxième question, est-ce que les planètes propices à la vie, alors dans notre imagination et notre compréhension scientifique, on a du mal à imaginer la vie sans eau liquide, donc les planètes propices à l'eau liquide en surface sont-elles communes ou rares? Et là, c'est l'enquête en cours. Et puis ensuite, une autre enquête, c'est de savoir, une fois qu'on a de l'eau liquide quelque part, est-ce que la vie apparaît par miracle ou alors c'est systématique, c'est un processus physico-chimique systématique. Alors là, c'est... Parce que pour l'instant, dans les laboratoires, on ne comprend pas comment on passe du non-vivant au vivant. N'importe quelle bactérie primitive est d'une complexité effarante. C'est normal, c'est les conséquences du darwinisme, on va dire. Mais ce que je veux dire, c'est que on peut découper ça en questions. Alors pour la dernière question d'ailleurs, est-ce que la vie apparaît quand il y a de l'eau liquide? Ce qui est la bonne nouvelle, c'est qu'on peut mener l'enquête dans le système solaire, puisqu'on trouve des endroits où il y a de l'eau liquide, où il y a eu de l'eau liquide, et on peut regarder là s'il se passe quelque chose au niveau chimique ou rien du tout.
Alors, un nouveau mot est apparu, quand même, pendant ces décennies, et de plus en plus important aujourd'hui, c'est celui de habitabilité. Habitabilité d'une planète comme Mars, un jour elle a été habitable, et puis la recherche d'habitabilité autour de planètes tournant autour d'autres étoiles. Et vous avez travaillé et vous vous intéressez à cette habitabilité. Ça veut dire quoi, une planète habitable ? Alors, ce n'est pas une planète où on peut construire un 3 pièces cuisine. C'est habitable. Alors, en plus, c'est un sujet parfois débattu par certains collègues que moi j'aime bien. Alors, habitable, c'est propice à la vie. Donc, au sens strict du terme, pour la plupart de mes collègues, quand on se dit propice à la vie, on se dit bon, qu'est-ce que la vie ? Vaste problème. Donc, on a certaines définitions, mais rapidement, on en arrive à une définition un peu plus restreinte que si on imaginait de la vie possible dans les plasmas des étoiles ou je ne sais quoi. On va se dire, la vie, une chimie complexe, donc à base de carbone, ça marche bien dans l'eau liquide, et donc on en est arrivé à se dire, habitable, ça veut simplement dire, il y a de l'eau liquide. Je trouve que c'est rare l'eau liquide, hein. Il faut des conditions de température et de pression spécifiques. La plupart du temps, dans le système solaire, on a de la glace, de la vapeur, mais on n'a pas d'eau liquide. Et ailleurs. Une fois qu'on a dit ça, on a aussi défini la notion de zone habitable. Donc on confond parfois les deux. Alors la zone habitable, c'est autre chose, c'est quand on se pose la question de savoir est-ce qu'il peut y avoir de l'eau liquide à la surface d'une planète, d'un monde, d'une lune, etc. Et c'est un concept parfois décrié, que moi je défends un peu, qui est un outil de travail en fait. Et alors, la zone habitable, elle ne parle pas des mondes habitables, elle parle des mondes qui ont de l'eau liquide à la surface. C'est-à-dire, pour deux raisons. C'est parce que quand on a de l'eau liquide, par exemple dans un océan ou dans un lac, quand on est à la surface, d'une part on bénéficie de l'énergie qui vient de l'étoile. Ça c'est très important dans l'histoire de la vie. Et il existe des formes de vie qui n'ont pas besoin de photons, d'énergie stellaire, mais c'est une vie extrêmement discrète. Et donc on a envie qu'il y ait de l'eau liquide à la surface pour que la vie puisse profiter de l'énergie stellaire et en plus modifier son environnement de manière détectable. Donc c'est un outil de travail pour les astronomes en se disant, dans la zone habitable, qui est autour de la plupart des étoiles, une zone assez restreinte, c'est là où, par définition, on pourrait, si les conditions sont réunies, avoir de l'eau liquide. Par contre, quand on est dans la zone habitable, ça ne veut pas dire du tout qu'on est propice à la vie. La Lune est parfaitement dans la zone habitable, comme la Terre, à côté. Il n'y a pas de vie. Est-ce que pour être habitable, il faut avoir une atmosphère ? Pour être habitable, non. Car, par exemple, même des lunes dans le système solaire comme Europe ou Encelade, il y a de l'eau liquide sous une croûte de glace protectrice. Donc, sous la glace, la surface est froide, mais sous la glace, là, il y a une bonne pression, il y a de l'eau liquide, des océans. On ne sait pas ce qui se passe, et c'est un monde habitable. Par contre, ce n'est pas dans la zone habitable, parce que, en fait, au niveau de Jupiter et au-delà, il n'existe quasiment pas d'atmosphère qui permet d'avoir des océans à la surface, exposés au soleil. Voilà, c'est des petites subtilités, mais c'est important dans nos domaines. Alors, c'est un sujet de débat permanent. Vous avez développé, je l'ai dit en introduction avec votre équipe, un modèle climatique qui est à base d'équations et qui est alimenté par les données. Comment ça se passe ? Est-ce qu'on vous appelle en disant voilà, on vient de découvrir une planète à tel endroit, alors voilà la masse, voilà la température, voilà, et vous utilisez ces données pour construire un modèle. Enfin, concrètement, comment ça se passe ? Alors déjà, on s'appuie sur l'expérience dans le système solaire. On a appliqué nos modèles à toutes les planètes qui possèdent des atmosphères dans le système solaire. Et là, on les teste un petit peu, quoi. Et on apprend des choses, parce que quand ça ne marche pas, c'est qu'on a oublié un phénomène physique, il y a une petite erreur dans la manière de résoudre certains problèmes physiques. Et donc, on apprend beaucoup. Mais malgré tout, avec nos 10 atmosphères, on a à peu près montré que les mêmes équations pouvaient permettre de bien reproduire ce qui se passe sur la plupart des mondes du système solaire. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour les exoplanètes ? Alors d'abord, il existe des exoplanètes pour lesquelles on a des observations de l'atmosphère. Et dans ce cas-là, on peut les appliquer puis comparer. On essaie de comprendre sur Église 12-14b, il y a beaucoup de jargon. Le spectre est comme ça, comment l'interpréter ? Ah, mais ça doit être parce qu'il y a des nuages de telle composition, on fait des spéculations, etc. Puis des fois, on travaille absolument sans contrainte observationnelle. Mais, alors des fois, les gens se posent la question, à quoi ça sert ? Parce qu'on mène des enquêtes scientifiques. On se dit, autour de telle étoile,
Donc, par exemple, si on prend une planète de la taille de la Terre, qu'est-ce qui fait ou qui ne fait pas, qu'est-ce qui fera qu'elle puisse justement héberger des océans d'eau liquide? Et ça, on peut le traiter, même sans observation, on peut adresser cette question scientifique et on va montrer que il faut être entre telle distance de l'étoile et telle distance de l'étoile et que peut-être ça pourrait expliquer les choses. Après on va nous dire oui mais attention, cette étoile d'après nous elle a évolué de telle manière, elle était très brillante pendant longtemps. Alors à ce moment on va faire des calculs, on va dire ah oui mais si elle était brillante comme ça, s'il y avait des océans ils ont dû s'échapper dans l'espace, donc ça pose un problème, donc il faut essayer de détecter. Enfin voilà, c'est un aller-retour, mais on peut travailler on peut mener l'enquête sur les exoplanètes quasiment sans observation. Souvent on essaye quand même de préparer les observations, de suggérer à des astronomes vraiment dans la technique de l'observation, on leur dit ce qui serait, d'après nous il y a tel ou tel scénario possible, ce qui serait bien c'est de voir si vous voyez un spectre plutôt comme ci ou plutôt comme ça, et ils se disent ok on va essayer. Voilà. Et dans ces conditions, avez-vous compris pourquoi Mars a perdu peut-être ses océans, ses rivières, cette activité qui faisait qu'il pleuvait, que c'était vraiment une atmosphère telle que nous la connaissons sur Terre? Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé en quelques milliards d'années? Pourquoi cette planète est devenue une planète désert? Le climat primitif, on dit, donc le climat de Mars dans sa jeunesse, est vraiment un mystère, à plus d'un titre. Donc il y a ce titre-là, pourquoi Mars a perdu son atmosphère? On a plusieurs scénarios possibles. A priori, le scénario le plus à la mode, c'est de se dire que l'atmosphère épaisse, autrefois, comparable à celle de la Terre, plutôt à base de dioxyde de carbone, comme sur Vénus et comme sur Mars maintenant, et probablement autrefois sur Terre, s'est échappé dans l'espace via des mécanismes assez compliqués qu'on étudie avec des missions spatiales, comme Mars Express, comme Maven, une mission américaine, etc. Il est possible aussi que l'atmosphère ait réagi avec l'eau liquide en surface. Sur Terre, quand il y a de l'eau liquide et du CO2, ça forme des roches calcaires, des carbonates. Et ces roches calcaires, ça fait les falaises d'Étretat. Et une fois que le CO2 est là, surtout s'il n'y a pas une géologie active, il reste coincé là et on perd l'atmosphère. Je l'ai dit, on n'a pas trouvé beaucoup de carbonates sur Mars. Donc c'était une idée qu'on avait autrefois, on l'a moins maintenant. Alors ça, c'est une première énigme. Mais en tant que climatologue, je ne travaille pas directement là-dessus. Même si avec des collègues, on travaille sur des modèles pour essayer de comprendre comment l'atmosphère s'est échappée, par exemple. Mais vraiment, par contre, il y a un sujet qui nous passionne, c'est de comprendre comment il y a pu avoir des océans d'eau liquide sur Mars. Parce qu'en fait, c'est très bête, mais dans notre compréhension, si on prend une atmosphère réaliste de Mars à l'époque, donc en mettant du dioxyde de carbone, un peu d'azote, ça ne marche pas. Il devrait faire moins 50 tout le temps. Il y a quelque chose qui a réchauffé le climat de la planète Mars. Ça fait 30 ans qu'on travaille là-dessus, et on ne comprend pas bien quel phénomène climatique a permis à Mars d'avoir des océans d'eau liquide et des rivières à une époque où le Soleil était peut-être 20 ou 30% moins lumineux qu'aujourd'hui, donc vraiment plus froid. Mars est plus loin que la Terre. Franchement, pour qu'il y ait eu un climat clément qui ait permis la pluie, des rivières et tout, ça reste un mystère. Alors on travaille dessus, on a des hypothèses, on met de l'hydrogène, mais alors comment l'hydrogène est venu, etc. C'est vraiment un sujet de recherche, c'est un de mes gros sujets de recherche en ce moment, je dois dire. Et de l'autre côté, du côté plus proche du Soleil, du côté Vénus, est-ce que vous avez compris pourquoi Vénus n'est pas une planète avec un océan, comme la Terre, finalement, elle a la taille de la Terre pratiquement. Est-ce qu'elle a toujours eu cette atmosphère? Est-ce qu'on a une vraie histoire de Vénus aujourd'hui qui est comprise et qui est acceptée par tout le monde? Alors je dirais que oui, on comprend à peu près pourquoi elle est devenue comme elle est. C'est-à-dire, on comprend qu'elle ne soit pas restée comme la Terre. La raison, c'est la suivante. Si on prend par exemple la Terre et qu'on la met à la place de Vénus, elle se transforme en Vénus. Qu'est-ce qui se passe? Donc on prend la Terre, on l'approche un tout petit peu du Soleil. Alors de 5%, ça suffit. Vénus étant, on va dire, 30% plus proche du Soleil que la Terre. Eh bien, si on approche un peu la Terre du Soleil, le flux solaire qui est un peu plus fort vaporise un peu, augmente l'évaporation au niveau des océans, ça met plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère, ça augmente l'effet de serre, donc ça réchauffe les océans, et ça s'emballe. Le climat s'emballe véritablement, et on vaporise la totalité des océans assez rapidement. C'est un peu flippant parce que le Soleil est de plus en plus lumineux, dans quelques centaines de millions d'années, ça va. C'est ce qui va arriver à la Terre. Pour moi, ce sera la fin du monde. On va vaporiser les océans, il fera 2000 degrés à la surface de la Terre. Et ça arrive de manière inexorable. Le grand débat, le grand mystère pour Vénus, c'est de savoir si Vénus a toujours été comme ça, c'est-à-dire que quand les planètes se sont formées sur la Terre ou sur Mars, on sait que au début elle était très chaude. Après la formation, il y a même ce qu'on appelle un océan de magma à la surface.
Et sur Terre, au bout d'un moment, cet océan de magma s'est refroidi, naturellement, parce que c'était peu après la formation, et toute la vapeur d'eau qui était dans l'atmosphère, très épaisse, tout a précipité et a formé les océans. Ça a dû être la même chose sur Mars. Et sur Vénus, là, il y a un débat. Est-ce que Vénus n'a jamais pu former, finalement, elle était trop près du Soleil, la vapeur d'eau restait comme elle est et n'a jamais formé d'océan? Donc c'est une possibilité. Récemment, on a fait des études avec mon collègue Martin Turbet, qui, je crois, a démontré que, sauf astuce de la nature, ce n'est pas possible que les océans se condensent. Je pourrais détailler pourquoi, mais c'est un peu détaillé. Mais il existe aussi dans notre communauté des tenants d'une autre théorie qui est super, qui dit que oui, les océans sont formés. Il y a eu donc de l'eau liquide sur Vénus pendant longtemps, à la même époque où la vie sur la Terre est apparue. Donc il y a peut-être eu une époque où il y avait des océans sur Vénus, sur la Terre et sur Mars, pourquoi pas. Et puis que ce n'est qu'au bout de quelques milliards d'années, la planète a 4,5 milliards d'années, qu'à un moment donné, le flux solaire étant de plus en plus fort, le Soleil est de plus en plus lumineux avec le temps, à un moment donné, paf, on a basculé dans ce, on appelle ça l'effet de serre galopant, runaway greenhouse effect, et hop, Vénus est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, le débat, il est là. Quand est-ce que c'est arrivé? Est-ce que Vénus a été couverte d'océans? Est-ce qu'il y a eu des dauphins? Tout ça? Ah, non. Et puis, ou alors, est-ce que jamais elle a été couverte d'océans? Et on va pouvoir mener l'enquête avec des futures missions spatiales qui sont en préparation. Et puisque vous avez parlé de planétologie comparée et que vous êtes un spécialiste des atmosphères de planètes, évidemment, la question légitime, c'est nous, sur la Terre, est-ce que nous sommes aujourd'hui en train de modifier les éléments de composition de notre atmosphère de telle façon que si on imagine le pire, ça puisse basculer, comme vous le dites? Alors, c'est une bonne question. Merci. Alors, déjà, oui, évidemment, quoi qu'on fasse, je veux dire, parce qu'il reste encore quelques climato-sceptiques. Et en tant que planétologue, je peux dire que quoi qu'on fasse, si on ajoute du CO2 dans une atmosphère, que ce soit la Terre ou ailleurs, ça chauffe. Et vraiment, c'est profondément physique et il n'existe aucun phénomène physique qui puisse empêcher ça. C'est inexorable. Après, les détails sont compliqués et c'est pour ça qu'on travaille dans notre laboratoire en particulier sur ces détails-là. Ensuite, la question était plus spécifique, j'ai bien entendu. C'était si on réchauffe trop la Terre et que on chauffe les océans et qu'on commence à déclencher le phénomène dont j'ai parlé tout à l'heure, on chauffe les océans, il y a plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère, etc. Est-ce qu'on peut emballer et est-ce que la fin du monde est pour dans 50 ans? C'est une bonne question. Eh bien, on pense que non. Il y a eu pas mal d'études, mais c'est pas facile à faire en fait, parce que les modèles deviennent exotiques, il y a beaucoup de vapeur d'eau dans le système, etc. Mais on peut quasiment montrer, avec encore quelques points à éclaircir, que en fait, pour que ce phénomène-là, pour que le climat s'emballe et que les océans se vaporisent totalement et que la Terre se transforme en planète sauna, avec toute la vapeur dans l'atmosphère, un effet de serre terrible et 2000 degrés à la surface, il faut que le Soleil soit plus lumineux. Un effet de serre venu d'un autre gaz, comme le CO2, le méthane, ne suffira pas à déclencher cela. Mais de temps en temps, il y a des études un petit peu inquiétantes qui disent mais si, parce qu'il se passe ci, ça, c'est compliqué, c'est tridimensionnel, il y a des nuages, il y a l'effet des nuages et tout, c'est pas compliqué. Vous parliez des pôles, mais même si l'Antarctique fond, même si, je dirais, l'albédo de surface, c'est-à-dire la luminosité, enfin la réflexion change, etc. Aujourd'hui, quand même, on parle on s'installe dans des 4-5 degrés de changement dans le siècle qui vient, ce qui est considérable. J'imagine qu'on vous interroge quand même sur les modèles pour savoir, quand on les pousse, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont totalement irréversibles? Bah oui. Ouais. Je dirais même que par rapport à mes collègues de mon institut, beaucoup travaillent dans le cadre du GIEC, fournissent des informations pour le GIEC, tout le monde connaît le GIEC, donc à l'IPSL, l'Institut Pierre-Simon Laplace, on développe un des deux modèles français pour essayer de comprendre le changement climatique, et mes collègues du GIEC, que ce soit Jean Jouzel, Valérie Masson-Delmotte, à présent Robert Votard, on choisit, c'est normal, de beaucoup parler des 50 prochaines années, disons, on dit souvent en 2050, en 2100. Et ils écartent un petit peu 2200 et 2400, etc., etc. Or, et donc moi en tant que planétologue, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Qu'est-ce qui se passe si par exemple, au lieu de consommer, de s'arrêter de consommer le CO2 comme dans les scénarios, on se dit c'est pas grave, on consomme tout ce qui traîne et on multiplie la quantité de CO2 par 10.
Alors, on passe pas, a priori, on bascule pas avec la vaporisation des océans. Par contre, c'est complètement dingue, les changements climatiques associés. C'est vraiment très impressionnant et si tout le monde reste un petit peu... Si on fait business as usual trop longtemps, ça va basculer. Et avant cela, je dois dire qu'il est quasiment inexorable que le Groenland, l'Inland Sea, donc la calotte glaciaire du Groenland, fonde complètement. Et ça fera lever le niveau de la mer de 6 mètres pas tout de suite, mais ça monte régulièrement. Dans quelques centaines d'années, on aura 6 mètres de plus. Et on n'est pas loin. Alors si par exemple, il y a des modèles pas mal, mais il reste à travailler. On travaille là-dessus. D'ailleurs, c'est une de mes passions, ce travail-là sur l'Antarctique. Si on continue vraiment à chauffer et qu'on chauffe en moyenne sur la Terre de 4 degrés ou plus, à ce moment-là, on va faire aussi fondre l'Antarctique. Et là, on parle d'une élévation au niveau de la mer de 60 ou 70 mètres. Et donc le monde sera différent. De temps en temps, je suis sûr qu'on est tous pareils. De temps en temps, on entend, oui, alors il va faire 1,5 degré de plus en moyenne, et puis 3 degrés de plus en France. On se dit, bon, 3 degrés, ça va aller. Puis de temps en temps, on entend, ouais, et puis le niveau de la mer va monter de 60 mètres. On se dit, ah, quoi? Et c'est pas les mêmes échelles de temps. Ouais. Mais c'est quand même inexorable. Je crois que ce que l'on fait maintenant, décide ou pas, je crois que c'est presque trop tard pour le Groenland, ça dépend un petit peu des modèles, mais la plupart des modèles maintenant sont clairs. On va jamais arrêter de consommer le CO2 tout de suite, donc on va fondre le Groenland. Donc dans quelques centaines d'années, le niveau de la mer va monter de 6 mètres. Donc pensez-y, quand vous investissez dans la pierre près de l'océan, prévoyez les pilotis. Non, mais c'est inexorable. Et puis c'est triste, il n'y a pas d'autre mot, moi ça me rend toujours triste. Et comme tout le monde, ici, j'ai du mal à y avoir cette lucidité de me dire que ça va vraiment, qu'il faudrait qu'on arrête tout, qu'on change notre manière de vivre. Certains de mes collègues l'ont de manière plus stricte que moi. Moi, évidemment, je fais tout ce que je peux, j'achète une pompe à chaleur, etc. Mais voilà, c'est inexorable. Mais les modèles l'indiquent, que ce soit les modèles pour les planètes qu'on applique à la Terre, ou les modèles planétaires de la Terre beaucoup plus sophistiqués. Parce que ce que nous montre l'exploration du système solaire, et pour l'instant je dirais les autres mondes, on l'a souvent dit, mais c'est qu'il n'y a pas de planète B, en tout cas il n'y a pas de plan B pour la Terre, et vous n'avez pas utilisé le mot, on se demandait si la Terre et le système solaire étaient un peu originaux, exclusifs, mais pas uniques. Est-ce qu'on peut se poser la question d'une certaine unicité, ou tant qu'on n'a pas trouvé d'équivalent, on reste sur l'hypothèse qu'il peut y en avoir d'autres identiques ailleurs? Alors la Terre telle qu'elle est, pour nous, avec son environnement, son atmosphère, etc., elle est certainement quasiment unique. Je veux dire, la science-fiction où on arrive avec le Falcon Millennium et puis il y a des forêts et hop, c'est super, on respire. Ouais. Non, la Terre est unique pour nous. Ensuite, est-ce que la Terre, en tant que monde propice à la vie, ce dont on parlait tout à l'heure, couvert d'eau liquide pendant des centaines de millions d'années au moins pour permettre à la vie d'évoluer, qu'il se passe des choses, il n'est pas impossible que ce soit exceptionnellement rare. Donc, sachant que nous, de notre horizon, de la région de la galaxie qu'on peut vraiment observer, où on va pouvoir mener l'enquête, savoir si il se passe telle ou telle chose dans les atmosphères, etc., c'est quand même un nombre d'étoiles limité. Je sais bien que dans l'univers, il y a un nombre invraisemblable de galaxies, des milliers de milliards de galaxies, et puis dans notre galaxie, il y a 200, ça dépend, en ce moment ça change, milliards d'étoiles, ça fait beaucoup d'étoiles. Néanmoins, celle sur laquelle on va pouvoir enquêter, on va pouvoir regarder ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des radiotélescopes qui nous envoient des signaux, puis simplement ce qu'on appelle des biosignatures, c'est-à-dire des atmosphères qui ont une composition intrigante, qui pourrait être la signature de la vie, ou tout simplement des mondes sur lesquels on aurait la chance d'essayer de voir un océan, c'est limité. C'est limité en nombre, donc on mène l'enquête pour savoir si la vie est exceptionnelle, mais si la conclusion c'est c'est assez exceptionnel, il est possible qu'on puisse jamais, faut jamais dire jamais, mais dans les centaines d'années qui viennent, observer des mondes qui ressemblent un tant soit peu à la Terre. Et donc de ce point de vue-là, la Terre, ne serait-ce que comme berceau d'une vie, est peut-être aussi exceptionnelle, voire unique dans les mondes autour de nous observables. Alors j'avais j'étais parti dans l'idée intitulée, en tout cas cet entretien système solaire, les nouveaux explorateurs, ça sera finalement notre conclusion. La prochaine révolution
dans le système solaire pour les explorateurs que vous êtes, je dirais au sens général, hein, les scientifiques qui explorez ces mondes, quelle est à votre avis, je dirais, la piste qu'on doit regarder le plus avec attention et qu'est-ce qui vous excite le plus ? Il y a plusieurs pistes. Alors, la première piste, puisque c'était un peu le sujet, j'y vais tout de suite, c'est effectivement de comprendre ce qui se passe quand il y a de l'eau liquide quelque part. Que ce soit autrefois au fond des anciens lacs de Mars. Pour cela, par exemple, on va ramener des échantillons dans quelques années du fond de l'ancien lac qui était dans le cratère G0, où est actuellement Persévérance, qui prépare les échantillons qu'on va ramener. Qu'est-ce qui se passe dans les océans sous la croûte de glace sur Europe, Encelade, peut-être aussi dans les lacs de Titan, les lacs de méthane, ou alors dans les endroits sur Titan où il y a eu des impacts qui ont fait fondre de l'eau à une époque, voilà. Et ça, on a envie de savoir quand même. Est-ce qu'il se passe une chimie compliquée ou est-ce qu'il y a déjà des crevettes ? Enfin voilà, on veut savoir. Et alors c'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que accéder aux océans sous des kilomètres de glace, en fait, on ne sait pas faire du tout. Donc la stratégie pour l'instant, c'est d'essayer d'aller voir près des failles. Il y a quand même de l'eau qui sort par des failles. Sur Encelade, il y a des geysers d'eau qui sortent. Donc on peut essayer de capturer, puis voir s'il y a des crevettes gelées, hein, des trucs comme ça. Et puis ensuite, l'autre révolution, c'est comprendre. Toujours dans le même esprit finalement, c'est vrai, hein, ça nous guide. Comment les mondes évoluent, quoi. Pourquoi Vénus est comme elle est, on en a parlé. Et l'enquête est encore en cours sur Vénus. Là, on envoie plusieurs missions spatiales. Ça y est, on est en train de les construire. Y a vraiment des grosses questions. Est-ce qu'elle a eu un océan ou pas ? Des choses comme ça. On n'a pas la réponse, comme j'ai dit. Et donc ça, c'est un autre aspect. Comment fonctionnent tous ces mondes-là ? La liste est sans fin. Après, j'ai mentionné qu'on essaie de comprendre comment fonctionnent les planètes. Pour connaître que les planètes géantes, comment fonctionnent les atmosphères des planètes géantes, en termes de météorologie, c'est d'une complexité effarante en fait. On est un peu loin d'y arriver. Donc moi, en tant que météorologue aussi, je suis très motivé par ça. Et puis enfin, il reste quand même une exploration très pure qui consiste à aller voir des endroits qu'on n'a jamais vus. Il reste des mondes au-delà de Neptune, certaines astéroïdes, certaines lunes qu'on connaît quand même mal. On croit les avoir vues, on a une photo, on a quelques mesures, mais il y a des choses encore plein de choses à découvrir. Et j'ajouterais en plus, je vais faire un petit peu le poète naïf, le chercheur naïf, c'est que dès qu'on explore vraiment, c'est-à-dire qu'on va dans un endroit qu'on ne connaît pas, il se passe un phénomène que je trouve étonnant, c'est que c'est toujours vraiment très très beau. La nature crée toujours des choses magnifiques. Et c'est extrêmement frappant. C'est un peu trivial, hein, ce que je veux dire, c'est un peu bisounours, mais honnêtement, on envoie une sonde, je sais pas, un bon exemple, c'est la sonde New Horizons, sur laquelle j'ai eu la chance de travailler. Donc, on voyait Pluton, on ne pouvait pas vraiment l'observer. Avec les meilleurs télescopes, c'était quelques pixels. On faisait de la spectroscopie, on utilisait des méthodes d'astrophysique, on voyait qu'elle avait une atmosphère de telle manière, qu'il devait y avoir telle glace et tout. La sonde survole Pluton, le 14 juillet 2015, on prend des photos, et c'est magnifique. Je vous l'ai mentionné tout à l'heure, des montagnes sculptées par les glaciers, une atmosphère bleutée avec des strates, un truc à couper le souffle. Pluton n'avait pas besoin d'être magnifique, mais elle l'était. Et je peux appliquer ça, je crois, à un très grand nombre de phénomènes. Peut-être c'est vraiment lié au cerveau humain qui est construit pour apprécier une certaine forme de nature, mais c'est vrai quand on voit des canyons sur Titan, les nuages sur Jupiter, la liste est infinie. C'est vraiment toujours très beau. Donc l'exploration, ne serait-ce que pour ça, il y a la physique qui rend les choses très belles d'ailleurs, mais il y a aussi juste l'exploration en tant que telle, de voir des paysages incroyables. Maintenant que vous avez entre les mains l'essentiel des éléments du dossier, vous connaissez bien les sujets, la question est posée au jury. Existe-t-il de la vie dans l'univers ? François Forget, quelle est votre conviction intime ? Ma conviction intime, vraiment, c'est qu'on ne sait pas. Non mais c'est important parce que il est tellement tentant de dire avec les milliards de planètes qui sont dans l'univers, c'est bien le diable si cet océan de monde est dépourvu de vie, c'est un peu aberrant. Ok, le problème c'est que deux choses. Un, je martèle un petit peu ça, je l'ai mentionné, c'est que par bien des aspects, la Terre, le système solaire, nous paraît assez exceptionnel.
Il y a la tectonique des plaques, l'obliquité, la stabilité. Enfin, il y a plein de choses qui donnent à la Terre quelque chose d'un peu exceptionnel qu'on ne trouve pas ailleurs. En plus, je l'ai mentionné tout à l'heure, le système solaire est déjà dans son style très très rare. Et ça, il y a une possibilité que la Terre soit, encore une fois, exceptionnelle. Sachant que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un hasard qu'on est dessus, c'est pas par hasard que nous sommes dessus, puisque nous sommes le produit de ce monde peut-être exceptionnel, mais en plus, ça biaise notre point de vue. On l'a vu quand on a découvert les planètes extrasolaires. Le problème, c'est qu'on a appris la planétologie, la géologie, la climatologie, la formation des planètes et tout, depuis un système, depuis une planète qui fonctionne pour ça. Donc ça nous paraît une évidence, oui, bien sûr, il y a la tectonique des plaques sur toutes les planètes, il n'y a pas de raison que la Terre soit exceptionnelle. Eh ben on ne sait pas. En fait, on n'a jamais vu tectonique des plaques ailleurs, etc., etc. Et la tectonique des plaques joue un rôle important dans la vie. Donc, il est possible que la Terre soit exceptionnelle. De là à dire qu'il n'y a aucun autre monde où il y a des océans dans toute la galaxie et tout, faut pas exagérer. Mais je répète ce que j'ai dit avant, c'est que le nombre de mondes qu'on va pouvoir observer dans les 200, 300 années qui viennent est quand même limité. Donc, peut-être qu'on n'aura pas la réponse tout de suite, mais j'ai quand même une manière favorable de présenter cela. Ok, on n'aura peut-être pas la réponse tout de suite, on ne sait pas, mais l'enquête progresse. L'enquête progresse pour les raisons que j'ai dit, c'est qu'on va caractériser, beaucoup mieux comprendre la diversité des mondes, des atmosphères, peut-être des océans, et d'autre part, on va beaucoup mieux comprendre ce qui se passe dans l'eau liquide quand il y a de l'eau liquide quelque part ailleurs que sur Terre, et donc voir si la création de la vie est exceptionnelle ou pas, ça on va le savoir dans les années qui viennent. Et donc vraiment l'enquête est passionnante et on va vraiment avoir la réponse. Voilà, est-ce que la Terre, les océans ailleurs, non ou pas, les atmosphères sont particulières. Est-ce qu'il y a une chimie prébiotique, il y a tout un jargon qui se passe sur ce qui s'est passé sur Mars, ce qui se passe sur Europe, Encelade, etc. Ça, c'est ce qu'on va faire. Donc, on ne sait pas, mais l'enquête progresse. Donc, suivez les aventures. Merci François Forget. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.